Aujourd'hui, nous plongeons dans les abysses pour résoudre l'une des plus grandes énigmes maritimes de tous les temps, la localisation de l'épave du Titanic. Pourquoi les positions transmises par radio étaient-elles imprécises au point d'égarer les chercheurs pendant des décennies ? Quel secret militaire lié à la guerre froide a réellement permis de financer l'expédition qui allait enfin le retrouver ? Et surtout, quelle méthode de détection inédite a permis de repérer l'épave alors que toutes les expéditions précédentes échouaient ? C'est parti! L'histoire commence par une erreur de navigation qui allait durer 7 décennies. Le 14 avril 1912, à 23h40, le RMS Titanic heurte un iceberg dans l'Atlantique Nord. Contrairement à une idée reçue, l'équipage n'envoie pas de signal de détresse immédiatement après le choc. Il faut attendre minuit 15, le 15 avril, pour que le premier message radio utilisant le code CQD soit transmis par l'opérateur Jack Phillips. Plus tard, vers minuit 45, le célèbre code SOS est également émis, une nouveauté pour l'époque. Le problème majeur réside dans la méthode de calcul de la position. En 1912, la navigation se fait à l'estime, en calculant la distance parcourue à partir de la dernière position connue grâce à la vitesse et au cap. Sans GPS, les officiers ont fourni des coordonnées qui se sont avérées être décalées d'environ 13 miles nautiques, soit 24 km, par rapport à l'emplacement réel du naufrage. Cette marge d'erreur, bien que faible à l'échelle de l'océan, est colossale lorsqu'il s'agit de repérer un objet au fond d'un abîme de 3800 mètres. À cette profondeur, la pression totale est d'environ 381 atmosphères, ce qui signifie que chaque centimètre carré de n'importe quelle structure immergée doit supporter près de 400 kg. Pendant des années, l'humanité n'a tout simplement pas possédé les systèmes énergétiques et optiques capables de résister à un tel environnement, tout en fournissant une image exploitable. Le Titanic reposait dans une zone de courant profond complexe qui, bien que ne déplaçant pas l'épave massive elle-même, ont dispersé les objets plus légers, rendant l'interprétation du fond marin extrêmement complexe pour les premiers sonars rudimentaires. Durant les années 1960 et 1970, l'exploration sous-marine profonde sort de son enfance. Les chercheurs commencent à comprendre que l'acoustique est la clé, mais le sonar de l'époque souffre de limitations physiques. À 4 km de profondeur, les ondes se dispersent et la résolution devient médiocre, rendant impossible la distinction entre une coque d'acier et une formation rocheuse naturelle de taille similaire. C'est dans ce contexte que Robert Ballard, océanographe à l'Institut de Woods Hole, commence à développer une approche différente. Parallèlement, le milliardaire texan Jack Grimm entreprend 3 expéditions majeures entre 1980 et 1983. Grimm est un personnage haut en couleur, connu pour avoir financé des recherches sur le monstre du Loch Ness, ce qui lui vaut une certaine méfiance de la part de la communauté scientifique. Ces expéditions utilisent des sonars à balayage latéral qui, bien qu'étant à la pointe pour l'époque, sont pénalisés par une topographie sous-marine accidentée, faite de canyons et de collines de sédiments. Grimm prétend à plusieurs reprises avoir trouvé des indices, comme une forme circulaire qu'il identifie comme une hélice, mais sans preuve visuelle haute définition, ces affirmations restent des spéculations. L'échec de Grimm souligne une réalité cruelle. On ne peut pas trouver le Titanic par hasard ou par simple balayage acoustique global. Il faut une stratégie basée sur la physique des naufrages et des moyens technologiques que seule une puissance étatique peut alors fournir. Ballard comprend que pour réussir, il lui faut non seulement de meilleurs capteurs, mais aussi un financement massif que les institutions scientifiques civiles ne peuvent plus assurer seules après les échecs répétés des années précédentes. Le tournant décisif survient en 1982, lors d'une rencontre secrète entre Robert Ballard et la marine américaine. L'US Navy possède les fonds, mais elle a des priorités liées à la sécurité nationale en pleine guerre froide. 2 sous-marins nucléaires d'attaque, l'USS Thresher et l'USS Scorpion, ont sombré dans l'Atlantique Nord dans les années 1960. La Navy veut savoir si leurs réacteurs nucléaires sont toujours étanches et si des technologies sensibles n'ont pas été compromises durant la guerre froide. Un pacte est scellé.
Ballard recevra le financement pour ses systèmes robotisés Argo et Jason, mais il doit d'abord accomplir la mission militaire de reconnaissance des 2 sous-marins. C'est lors de l'inspection de l'USS Scorpion que Ballard fait une observation qui va tout changer. En analysant la manière dont le sous-marin s'est disloqué sous la pression, il remarque que les débris ne tombent pas verticalement de manière compacte. Au contraire, les pièces les plus légères, comme des morceaux de tuyauterie ou des isolants, sont emportés par les courants lors de leur descente, créant une traînée de débris qui s'étale sur environ 1 km. Il nomme ce phénomène la queue de comète. Ballard réalise alors que chercher la coque principale du Titanic revient à chercher une pièce de monnaie sur un terrain de football dans le noir, alors que chercher le champ de débris revient à chercher le stade tout entier. S'il parvient à croiser n'importe quel débris manufacturé, il n'aura qu'à remonter le sillage pour arriver directement à l'épave. Cette stratégie, née de l'observation militaire, est la clé qui manquait à toutes les expéditions précédentes qui s'obstinaient à chercher une masse métallique unique au sonar. En 1985, la phase finale commence avec une collaboration franco-américaine sans précédent. L'équipe française de l'Ifremer, dirigée par Jean-Louis Michel, utilise le sonar remorqué SAR pour balayer une zone de 150 miles nautiques carrés. Pendant 1 mois, ils ne trouvent rien, passant parfois à seulement quelques centaines de mètres de l'épave sans la détecter. Le 24 août 1985, le navire de recherche Knorr prend le relais. Ballard déploie Argo, une plateforme remorquée équipée de caméras vidéo capables de filmer dans l'obscurité quasi totale grâce à des projecteurs puissants. L'équipe travaille par quart de 4 heures, scrutant des moniteurs diffusant des images granuleuses de vases et de rochers. Le 1er septembre 1985, peu avant 1 heure, alors que la fatigue est extrême, des points brillants apparaissent à l'écran. Ce ne sont pas des pierres, mais des éclats métalliques. Soudain, une forme cylindrique, monumentale, surgit des ténèbres abyssales. Une chaudière du Titanic, identique à celle des photos d'archives de 1912. L'émotion submerge l'équipage, mais Ballard demande le silence. En calculant l'heure, il réalise que le paquebot a sombré presque à la même heure, 73 ans plus tôt. Il découvre alors que le navire s'est brisé en 2 sections distinctes. La proue, restée relativement aérodynamique, a glissé dans l'eau pour se planter majestueusement dans la vase, tandis que la poupe, fragilisée structurellement, a implosé violemment lors de la descente, se transformant en un chaos d'acier tordu situé à environ 600 mètres de la partie avant. Ce champ de débris, contenant des milliers d'objets, du charbon aux effets personnels, confirme la théorie de la queue de comète qui avait guidé Ballard. La découverte de cette épave est le début d'une nouvelle ère d'exploration et de conservation. Depuis 1985, le Titanic a été visité par de nombreuses expéditions, révélant une dégradation biologique fascinante. L'acier du navire est dégradé par un écosystème bactérien, dont Alomonas titanicae, qui transforme le métal en structure fragile appelée rustique. On estime que ces bactéries consomment plusieurs dizaines de kilogrammes de fer par jour, ce qui signifie que l'épave finira par s'effondrer progressivement au fil du temps. Ce processus naturel a alimenté un débat éthique intense. Faut-il remonter des objets pour les préserver dans des musées ou laisser le site intact par respect pour les 1500 victimes? Robert Ballard a toujours milité pour le statut de mémorial inviolable, comparant le site à un cimetière militaire. Cependant, des entreprises ont récupéré plus de 5000 objets, de la vaisselle aux morceaux de la coque, affirmant que sans ces interventions, ces témoignages historiques disparaîtraient à jamais sous l'effet de la corrosion. Aujourd'hui, la technologie permet de réaliser des jumeaux numériques de l'épave grâce à la photogrammétrie haute définition, capturant chaque rivet et chaque fissure avec une précision millimétrique. Même lorsque l'acier aura disparu, la structure du Titanic existera virtuellement pour les générations futures. Cette quête, partie d'une simple erreur de navigation en 1912, est devenue le symbole de notre capacité à explorer les frontières les plus hostiles de notre planète, prouvant que même au plus profond de l'océan, l'histoire finit toujours par refaire surface. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout.
Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur cette histoire fascinante. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite!